Donc, pour commencer aujourd'hui notre webinaire, j'aimerais vous présenter Amanda Shoemaker, qui va nous parler de la plantation d'arbres en groupe, qui est une nouvelle façon et ça change notre façon de planter des arbres. Et je me suis dit que j'allais l'inviter à nous parler. Donc, elle est avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? D'accord. Bon. Donc, tu vas bien, merci. Merci Nathalie pour cette présentation. Je vais vous parler de la plantation en grappe et j'ai aussi une reconnaissance des terres. C'est que ça reflète l'Alberta et notre campus qui est à Mixcawi sur le traité 6. C'est l'endroit où nous faisons nos recherches. C'est le nom des traditionnels des Premières Nations des Métis. Il y a beaucoup d'histoires. Le nom signifie Amishkani-Kwaskikana. Nous avons aussi la ville d'Edmonton. Elle a une longue histoire de conduire sur cette terre parce que nous sommes en ligne. J'encourage à prendre quelques instants pour réfléchir aux terres où vous vous trouvez, aux peuples qui y vivent. Encore autre reconnaissance aussi, remerciements qui ont contribué aux études aujourd'hui. Les gens qui ont contribué, je ne vais pas parler tellement de l'aspect scientifique, mais plutôt une présentation visuelle. Mais Marc Bachenschor, Simon Landhauser et Brad Sun ont tous participé à ce travail depuis plusieurs années. Ils ont contribué à la conception et aux surveillances et au mesurage. Aussi, c'est appuyé par ConocoPhillips Canada. Et nous sont en partenariat aussi avec le conseil de recherche dans ce projet et aussi avec l'appui de tous ceux qui sont ici pour nous aider et aussi tout le personnel de recherche qui ont mesuré les choses et qui ont travaillé sans arrêt à ce projet au cours des années. Ça n'a pas toujours été la meilleure condition possible, mais j'apprécie aussi leur effort. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est couvrir un peu l'organisation de la discussion, donc le contexte, les perturbations industrielles dans le paysage, aussi donner un aperçu de ce qui est derrière la plantation d'arbres en groupe, aussi fournir des exemples d'expériences que nous avons faites pour tester le concept de plantation en groupe sur le terrain. Aussi, je aussi dit, ça revient dans une perspective visuelle. Aussi, nous avons accès à des images de très bonne qualité et où nous pouvons faire des zooms pour regarder de près ce qui se passe dans l'empreinte dans le nord de l'Alberta. Et c'est en fait mis à jour à chaque année et ça montre, nous avons des images pour montrer comment ces projets de plantation en groupe avancent dans le temps. Et c'est aussi l'occasion d'utiliser ce concept et qui n'a pas encore été testé de façon définitive, mais qu'est-ce qu'une perturbation industrielle dans les forêts boréales? Au Canada, nous avons beaucoup de ressources naturelles qui sont transformées et je suis beaucoup de ressources qui ont été affectées par des perturbations. Par exemple, ils ont des aspects économiques qui appuient de nombreuses communautés dans le nord du Canada. Nous savons aussi comment nous appliquer ce processus de récupération pour appuyer le développement et ces activités structurelles.
les incendies, les feux de forêt sont tellement partis de la forêt boréale dans l'Est du Canada, mais je pense que partout au Canada, nous avons eu des incendies cette année de différentes façons. En 2023 a été terrible comme année et il y a eu beaucoup de perturbations, mais ça fait aussi, ça nous donne une perspective sur où se trouvent les humains dans toute cette chaîne et dans cet environnement. Nous avons certainement, et nous avons à apprendre de ces paysages. Par exemple, la régénération des forêts, et nous pouvons utiliser des analogues et des feux pour reviser notre façon et préparer des recommandations. Une chose qui est importante aussi, quand on parle, c'est l'origine. Et dans plusieurs cas, dans les systèmes, il y a soit des rapides ou les espèces d'arbres, les espèces originales et nettes. Et nous avons beaucoup de temps, en très peu de temps, de façon naturelle. Encore ici, on voit les origines des feux dans les forêts boréales, mais c'est une composante autochtone, par exemple. Qu'est-ce que nous pouvons en apprendre? Voici les espèces à feuilles caduques. Dans l'ouest du Canada, je parle surtout du peuplier, du tremble et le boule à papier. Dans l'est du Canada, c'est différent comme espèce, mais ça fait quand même partie du paysage et nous avons certainement d'autres espèces que nous n'avons pas dans l'ouest. Mais rappelez-vous que ce sont toutes des espèces qui ont la capacité de de repousser à partir des, de façon à ce que quand vous les coupez, ça va produire de nouveaux temps pour le tremble et le bouleau. Et ça va aider à la prolifération et quand nous créons des perturbations, ça permet de regagner cet espace. Qu'est-ce qu'on entend par la plantation par groupe? Ce qu'on fait, nous faisons normalement, c'est que les tris sont plantés surtout après la récolte pour les conifères. Même les espèces maximisent plutôt que la plantation uniforme, parce qu'en foresterie, nous voulons augmenter pour maximiser cet espace entre les arbres de façon à obtenir un développement uniforme. Mais après, dans les endroits, c'est différent que dans les post-récoltes. Les sont altérés. Il y a beaucoup de végétation non agronomique qui crée de la pression qui peut rendre très difficile la repousse de ces arbres. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le coût de ces arbres? Qu'est-ce qu'on faisait une plantation uniforme plutôt que de concentrer? Et l'alternative serait que les plantes prennent 20 000 pouces à travers, mais ça devient presque prohibitif en termes de coût. Quelle est la meilleure chose? Essayons de créer des groupes d'arbres et voyons ce que ça va donner. Et il y a beaucoup de recherches dans ce domaine, mais je pense qu'on veut en partager par la suite, mais il y a beaucoup de documentation là-dessus. Mais ça a été fait en Europe pour d'autres raisons. Donc, quand on plante en groupe, j'ai ici un exemple, l'effet des grappes et la grosseur des grappes et le genre d'arbres qui seront dans chaque groupe. On a fait des recherches, on a fait des expériences pour avoir de 3 mètres par 3 mètres, 5 par 5, 7,5 par 7,5 ou plantation uniforme. Et tout ça avec une densité de 5 000 plants par hectare. Donc, quand on regarde ici, on regarde l'espace entre les arbres et les groupes, mais ce qui arrive, c'est que les espèces non plantées, les arbres non plantés se trouvent. Donc, si vous avez quelques arbres groupés ensemble,
vous avez peut-être 4 mètres d'espace entre les groupes, mais si vous avez 7,5 par 7,5, il y a beaucoup d'arbres, 121 arbres, et dans 7,5 par 7,5, donc vous avez plus d'espace entre ces groupes. Donc, on pensait à ça aussi. Par ailleurs, si vous avez, plutôt que de modifier la grosseur des groupes, mais que vous changez plutôt l'espace entre les groupes, par exemple, vous avez moins, ça a aussi un impact sur comment ces espaces entre groupes vont être occupés. Donc, avec ça, je regarde combien de temps il me reste. Je vais parler aussi des exemples d'essais. Deux choses qui ont été à 1 an et en 2017, ensuite en 2018, et des expériences très semblables, avec l'exception que le groupe avait végétation contrôlée appliquée au groupe d'arbres à cause qu'on a vu des difficultés. Donc, on a vu l'émergence des post-récoltes. Donc, ça a été efficace dans les images avec le temps. Ça permet aux arbres de grandir plus vite. Et il y avait beaucoup de méthodologies dans la collection à faire. Et dans une autre présentation que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans, qui sera disponible sur YouTube, où vous pouvez voir les choses, les protections. Mais aujourd'hui, nous allons simplement regarder à ces images. Par exemple, la conception expérimentale, les blocs, et on regarde ici les essais. On peut voir les différentes tailles des groupes, les espaces entre ces groupes et la disposition générale. Si on prend ce site, cette image a été prise en juin 2023 et ce qu'on voit, il y a environ 6 ans après leur plantation et on peut voir beaucoup de groupes et différents groupes et beaucoup de groupements. Et si on regarde, cette zone a brûlé en 2016, donc 2 ans avant la plantation. Et ce qu'on voit visuellement, c'est que la partie brûlée autour montre beaucoup de similarités à nos groupes. Donc, notre groupe, qui est 2 ans plus jeune, montre une récupération quand même intéressante. De quoi ça a l'air? J'ai montré ici dans les cases rouges les plantations uniformes, puis en vrai 1, plutôt que d'avoir des groupes. Et donc, on voit une croissance plus lente et plus grande croissance sur les bords. Et ce qu'on voit dans les traitements uniformes, ça grandit très rapidement, alors que l'autre va plus lentement, un peu plus rapidement et un peu entre les deux. Mais visuellement, ce que ça montre, c'est qu'une zone semblable, les arbres en groupe ont tendance à grandir beaucoup plus rapidement. Donc, on voit des groupes qui montrent, ça donne ça sert d'abri à la faune et ça encourage d'autres interventions et ça crée une structure différente. Ça, c'est quelques images et c'est à peu près 7 ans après le traitement. On voit le contrôle. Et donc, ça va un peu plus lentement, mais on peut voir aussi les groupes et les rouges encore, les rectangles rouges sont où on a utilisé une plantation uniforme. On peut voir qu'en général, c'est plus lent, mais à l'exception de cette zone ici, et c'est un environnement très spécial, c'est où il y avait des réserves. Donc, on a vu pourquoi on a ces endroits de regroupement, c'est qu'il y avait une très bonne croissance en dessous. Donc, c'est probablement de bonnes raisons.
pour lequel, mais je ne sais pas exactement pourquoi, mais dans l'ensemble, on voit le même effet. Quand on fait des groupes, on obtient une canopée beaucoup plus rapidement que dans la plantation uniforme. On peut voir ici les différents types de groupes. Par exemple, cette image montre les en codé par couleur. On peut voir les différences d'espace et de grosseur. Par exemple, on voit les 3 mètres par 3 mètres ou en rouge. C'est probablement trop petit comme groupe pour être fonctionnel. Donc encore, on peut voir que certains groupes ont mieux sorti plus rapidement que d'autres. Dans la compétition précoce, ça a retardé certaines choses. Les groupes, mais quand les groupes sont plus gros, ça se protège davantage et grandissent plus vite. Ça peut être un des résultats qui va ressortir de ce projet. Nous allons voir cet été pour reprendre les mesures et n'aura plus de données à ce moment-là. Encore, la compétition est importante. Quand il y a concurrence entre les arbres, après 4 ans, la survie dans ce groupe est le même titre avec faible concurrence. On voit que les arbres se portent beaucoup mieux. On voit ici beaucoup de choses en termes d'autres observations. On voit par exemple un nid de guêpe, donc on peut voir ce qui se passe. Moi, je ne sais pas si c'est ni préfère plus de protection, mais on l'a vu, on doit faire attention où on marche. La compétition a un effet. Je pense que je vais continuer ici. Il suffit de dire que ce petit rectangle est l'image où il y a 7 ans plus tard, cette image a été prise en deux au même endroit. Donc, on peut voir à cet endroit que c'était très mal couvert et ça avait enlevé tous les arbres. Donc, de faire attention dans la récupération des terres. Encore là, en termes de résultats pratiques, une, c'était qu'on avait moins de fermeture de la canopée. Sur une plus petite échelle, c'est moins visible, mais on voit la diversité structurelle ici. C'est un des résultats de la plantation par groupe. Aussi, ça donne des meilleures options. Ici, euh, c'était une mine de charbon et ils ont certaines exigences. Si vous plantez par groupe, euh, vous avez peut-être une meilleure gestion des racines et ça donne plus d'options de cette façon-là. Plutôt, quand vous les concentrez en groupe, vous pouvez faire la gestion autour alors que les arbres se développent. On voit ici différents genres de diversité d'espèces. On voit c'est à la 4, par exemple. On voit un groupe d'arbres ici et on voit les différentes choses qu'on avait plantées. Par exemple, on a créé différentes diversités structurelles en ouvrant certaines choses et dans le but d'avoir une condition de canopée fermée. Et mon dernier point, c'est l'opportunité de promouvoir la plantation à l'intérieur. Par exemple, ici, on voit des groupes, mais qu'est-ce qui arrive si on coupe les bords et qu'on laisse les racines pour ressortir et apporter la fermeture de la canopée plus tôt? Et voilà, merci. Donc, je suis ouverte à vos questions. Merci, Amanda. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat ou levez la main et on va vous donner la parole. Aussi, Amanda, si on a quelqu'un qui a levé la main, Frank Johnston.
Johnson, à toi, Frank? Oui. Comment ça se contraste avec les pratiques japonaises ou dans la reforestation des lieux urbains? Oui, oui. Mm. La forêt Nicolanti ou qui est-ce que vous prévoyez l'application de, de cette forme que vous proposez? Qu'est-ce qui arrive quand ils vieillissent? Bonne question. Merci. Sur le premier point, oui, je pense que cette section a des similarités avec l'approche japonaise de reforestation en- dans les villes, en milieu urbain, mais je pense que leur système est plus holistique. Et si j'ai bien compris, je suis un peu, il crée des arbres au milieu et d'autres types d'espèces en sous-bois, par exemple en bordure. Donc, c'est une plus grande biodiversité enfin, plus que ce que nous avons essayé comme équipe ici dans nos efforts. Et je dirais pas qu'une est meilleure que l'autre, ça dépend du milieu où on les applique, mais nous avons essayé d'appliquer d'autres facteurs de diversité entre les équipes, entre les groupes, mais il semble qu'ils veulent toute la diversité autour de ce groupe, mais nous essayons de mettre des espèces qui aiment grandir ensemble pour créer une canopée. Nous avons mis ensemble et nous avons mis les autres espèces dans les écarts entre ces groupes, par exemple des broussailles, des conifères, mais je ne vois pas nécessairement qu'on ferait la gestion de la même façon. Mais dans notre situation, dans le contexte de réclamation, je pense qu'on devrait, euh, quand ce groupe grandit, j'avais des je, c'est des bulles qui sortent d'animation. Mais où j'allais avec, c'est, enfin, à mesure que ces arbres se développent et que la canopée se forme, il va y avoir un élagage naturel qui va se faire. Et évidemment, c'est va avoir plus de valeur en soi et ça va créer d'autres genres d'habitats pour de différentes autres espèces. Donc, je ne recommanderais pas nécessairement qu'on les enlève, certains arbres, mais certainement d'élaguer les bordures pour créer combler certaines lacunes avec le temps. C'était notre objectif, mais aussi différent que la foresterie productive, qui est tentée d'avoir la plus grande végétation possible sur le site en très peu de temps. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Ça a bien répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, Nathalie? Oui, c'était la première question qui ressemble à la dernière. Oui, je pense qu'on a une petite plantation d'arbres en forêt. Je pense que c'est à peu près la même question. Donc, moins de diversité parce qu'on élargit la diversité dans les écarts entre les groupes. On essaie de créer une structure verticale et c'est vraiment notre intention sur un espace par groupe parce qu'on ne plante pas 20 000 ou 30 000 hectares, mais ça devient juste un coût. Donc, quelles méthodes de suppression ont été utilisées sur les pieds? Aucune méthode de suppression, mais au clou de Sinox, oui, il y avait une combinaison de d'herbicides pour un mélange avec un produit appelé Torpedo. Et Torpedo et régénération des semences. Et vous pouvez planter avec des espaces, mais ça semble,
inhibe la croissance. Donc, il faut faire attention et utiliser ce produit parce que ça inhibe la reproduction de certaines espèces. Mais si vous êtes dans une situation où beaucoup de, de mauvaises herbes, il pourrait y avoir un avantage à ce moment-là. Est-ce qu'on peut répondre ou est-ce qu'on devrait continuer à la prochaine présentation? Bon, il nous reste 5 minutes. Donc, je pense que la question suivante, c'était comment la plantation en groupe pourrait s'appliquer à certaines autres espèces, comme l'érable. Je sais qu'ils font beaucoup de travail de ce côté-là. Oui, j'ai, je savais que ça arriverait avec des espèces que je ne connais pas. Je ne connais pas au sujet de l'érable. Tout ce que nous avons, c'est peut-être l'érable des plaines, mais, mais je peux dire que je pense que si vous introduisez ces espèces, s'ils sont comme les groupes que nous avons utilisés, ça devrait bien fonctionner. La plupart des espèces décidueuses ou caduques ont tendance à grandir rapidement et ça accélère leur, euh, leur grandeur. Donc, mais les croissances précoces et très rapides. Donc, ça devrait bien répondre de façon positive, surtout si vous avez des problèmes avec la gestion des mauvaises herbes, des herbes et trouver des conditions compatibles, de façon à ce qu'en concentrant les arbres, ça vous donne des meilleures options de gestion à court terme. Donc, si vous concentrez vos efforts sur ces groupes et laissez le reste, une fois que les choses sont en place, à ce moment-là, vous pourrez élargir votre gestion, enlever certains autres arbres. Donc, je pense que ça vaut la peine d'essayer. J'essaierai. Et j'espère que ça répond à la question. Est-ce que chacun de vos grappes était une espèce ou non? Non, j'ai oublié. C'est toujours un mélange. Dans cet essai particulier, nous avons planté les trois espèces ensemble et encore là, on ne rentrant dans tous les détails là-dedans, mais j'ai mélangé la moitié euh, du bouleau et 25 trempe et 25 peuplier parce qu'on avait très bien pensé là-dessus, mais c'est ce qu'on pouvait obtenir à ce moment-là. Mais j'ai aimé le, le bouleau et le peuplier ensemble. Ils ont semblait à mieux tolérer la concurrence plutôt que le tremble et qui sont très compétitifs une fois établis. Donc, après récolte, c'est jamais un problème, ça revient toujours. Mais en termes comme petit arbre, ils n'ont pas tendance à être forts et ce n'était pas le cas dans nos essais. Même où on contrôlait la concurrence, le tremble avait de la difficulté à s'installer. Donc, les avantages pour nous, c'était d'avoir ce mélange parce que à ce moment-là, j'aurais aimé avoir un peu plus de peuplier, mais ça a bien fonctionné quand même. Je recommanderais toujours un mélange d'espèces parce que ça donne à ce moment-là, vous ne savez pas exactement les conditions au cours des années et j'aime promouvoir chaque année et chaque essai, j'apprends quelque chose de nouveau de la nature quant à qu'est-ce qui peut changer ou quelle espèce, quels insectes ou quelles pestes vont s'attaquer à vos arbres. Donc, ça tend à changer avec le temps et je mets ce mélange d'espèces pour essayer de tenir compte de ces facteurs inconnus parce qu'au moins une de ces espèces va bien supporter si les autres ne sont atteintes. Donc, la diversité est une bonne chose. Je pense que nous sommes juste à l'heure. Donc, s'il y avait d'autres questions pour Amanda, on aura peut-être le temps après. Donc, Amanda, si tu veux nous
publier ou partager avec nous certains des liens, si vous voulez, un peu plus tard. Merci, à plus tard. Donc, je vais maintenant vous présenter Mary Knockwood. Je suis contente de vous avoir avec nous. Vous avez le programme auquel vous participez. Donc, vous êtes des Premières Nations et de Nouvelle-Écosse et vous êtes au programme d'interprétation et coordonnatrice du groupe. Donc, je suis très intéressé d'apprendre au sujet de ce programme et aussi vous allez nous parler des valeurs autochtones dans la collecte des espèces. Ça touche à certains autres webinaires que nous allons faire et aussi certaines choses. Donc, je veux tenir compte des valeurs autochtones et de leur approche holistique. Merci. Je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Bon, voilà. Vous voyez? Oui, voyons votre diapo complet. Bon, alors merci de m'avoir invité à venir ici pour parler de le programme des semences autochtones. Je vous viens du Nouvelle-Écosse, sur les territoires des Mi'kmaq et territoire non cédé des Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse, mais je travaille pour le centre, je travaille avec le Centre sur la collecte des semences, qui est un programme national, donc je vais aussi reconnaître tous les traités, tous les territoires de traités et tous les gens qui vivent sur ces territoires à travers le pays et reconnaître la diversité de tous ces peuples. Donc, je suis ici pour vous parler de la diversité des espèces, quand on parle des arbres et aussi les valeurs autochtones et les espèces je vais parler des programmes qui sont ressortis de ces connaissances et des connaissances des Autochtones qui sont des gardiens de nos paysages depuis des millénaires et des architectes de ces écosystèmes, de ce territoire que nous appelons maintenant les Amériques. Nous étions ici de ces choses depuis partout dans notre pays. L'ICSP, ce programme a été annoncé en 2022, en mars 2022, et ça appuie les collectivités dans leur restauration de leur collecte de semences. Nous allons le faire en appuyant nos Autochtones à travers le pays pour préserver les connaissances autochtones et la valeur économique. J'aimerais aussi noter que nous travaillons aussi à préserver ces espèces pour aider la préservation des langues aussi. Donc, comprendre les valeurs autochtones, de quoi ça a l'air? Le programme va se concentrer sur les aspects qui ont une importance culturelle, médicinale, spirituelle, économique pour les communautés autochtones, ainsi que celles qui sont menacées par les ravageurs forestiers actuels, les agents pathogènes, les problèmes liés au changement. Les architectes sont les premiers. Nous avons vu beaucoup de ces problèmes à cause du changement climatique et l'introduction aussi d'espèces qui ont eu un impact sur nos espèces d'origine. Mais qu'il y a 600 communautés autochtones et plus de 60 pays
C'est très diversifié comme espèce, comme espace. Il y a beaucoup de pratiques et traditions différentes et l'intégration des valeurs autochtones dans ces pratiques sont très importantes pour la réussite de ce projet. Mais comment pouvons-nous améliorer les choses? Comment pouvons-nous aider à augmenter et avoir une façon plus durable de collecte? Et c'est d'où vient le programme de collection des semences autochtones, la création de réseaux et de travail avec les communautés autochtones. Et la première espèce qui a vraiment attiré l'attention à ce centre, c'est à cause de l'introduction du dans beaucoup des communautés de Nouvelle-École, beaucoup ont vu la perte de cette espèce, le frêne noir, qui était utilisée non seulement pour les paniers et les outils, mais aussi qui avait des valeurs médicinales également. Ils ont vu la perte de l'utilisation et des traditions, mais aussi le langage qui entourait la collecte de ces espèces, de l'espèce du frêne noir pour la fabrication de paniers ou d'outils. Donc, le langage utilisé autour se perdait. Donc, ayant tout perdu, ils ont décidé de trouver des façons de ramener et d'examiner comment sauver cette espèce par la collecte des, des semences. Ils ont travaillé avec Ressources naturelles Canada pour la collecte et l'entreposage de ces semences. Donc, le 10 août, dans les McPhee, qui est le coordinateur du Centre national des semences, entamé plus de 20 000 kilomètres à travers le pays. Le voyage prévoit plus de 50 arrêts en cours de route, dont 22 par des groupes autochtones. Les arrêts prévoyaient avec des programmes régionaux de génétique forestière, commençant au Québec et se terminant en Colombie-Britannique. Il a voyagé dans son RV, a apporté beaucoup de choses pour pouvoir montrer les techniques de collecte des, des semences et montrer les techniques de transformation et avec ces choses dans l'espace de commencer ces espèces d'autres membres ont aussi ont voyagé à travers le pays. On a vu Melissa Spearing qui est allée dans le sud-ouest de Nouvelle-Écosse, non, dans le sud-ouest de l'Ontario, dans les communautés, et a aussi été très intéressé d'y travailler et d'apprendre de nouvelles choses de ces groupes, comme Donné le fait aussi dans les groupes qu'il a rencontrés à travers le pays. Il y avait aussi d'autres personnes travaillant à l'Atlantique, par exemple Katie, qui a travaillé et fermé de la formation à Terre-Neuve. Donc, on regarde à travailler ensemble, développer des opportunités de réseautage et d'apprentissage en liant avec des ressources naturelles Canada, des gens qui travaillent sur des questions qui les intéressent dans ces communautés ou vos communautés. On a eu aussi des sessions de formation avec les communautés avec lesquelles nous travaillons déjà. On a eu des webinaires en laboratoire pour apprendre comment traiter les semences, les outils que nous prenons, que nous utilisons, et aussi nous apprenons de ces participants pour nous assurer que leurs récoltes sont faites de façon honorable. Voici un autre exemple de notre travail en laboratoire quand nous avons commencé avec une session dans les laboratoires avec nos communautés. Et de là, vous pouvez voir que nous avons eu, bon, prochaine diapo. J'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, donc mon ordinateur réfléchit. Je savais que c'était pour arriver. Donc, je vais continuer à parler. Bon, voilà. On avait plusieurs séances de formation en laboratoire. On a eu 3 dans chaque année financière. Je vous montre celle-ci
une qui était en 2023, je pense qu'ils ne sont pas en ordre, mais il y en a eu aussi en 2024. Donc, c'est celle qu'on vient d'avoir récemment et on a eu 6 communautés, à peu près toutes nos sessions à travers le pays. On a eu depuis de Blueberry River euh, avec dans la nation Saulteaux. On a eu aussi Cold Lake ici avec ressources naturelles, aussi à MTI au Nouveau-Brunswick, donc aussi en Ontario et un autre en Colombie-Britannique. Donc, c'est très bon de voir ces sessions parce qu'il y a tellement de réseautage qui se passe et l'établissement de connexions entre nous pour rendre ce réseau plus fort et, et donc, en juin 2023, nous avons été invités à tenir un atelier à Québec où nous avons présenté un espace par le docteur Judge, montrer comment les communautés autochtones pour la collecte des semences. Et la première partie de cette session, de cet atelier, le docteur Judge a donné des idées sur comment, en classe, comment la présentation, la perspective des Autochtones dans la compréhension de tous les êtres qui sont connectés entre eux. Ce qui est important de savoir comment il est important pour notre peuple, mais aussi dans le domaine de la collecte des semences. Nous devons nous assurer que nous honorons l'esprit du territoire et des semences et des arbres, et que ce n'est pas seulement des arbres, mais c'est tout dans la forêt. Après avoir sa présentation, nous sommes ensuite allés dans la longue maison de Wandaki et nous avons eu une très belle discussion autour du feu. Et Dr. Judge nous a raconté des histoires sur certaines des leçons apprises à travers le pays, des histoires que nous avons entendues à travers le pays par la collecte de semences par les Autochtones, les leçons apprises et les résolutions à prendre dans notre réconciliation avec le terrain. Et c'était tellement bon. Les gens étaient très excités d'apprendre les uns des autres aussi. Ce qui a été vraiment bon à savoir, c'est que cet atelier a aussi donné un espace pour la réflexion, l'apprentissage et la collaboration, la planification à long terme et le partage des- Ce qui est aussi beau à voir, c'est que nous avons eu toute une classe de jeunes qui sont venus à la session. Ils étaient de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Les enseignants avaient rassemblé toute sa classe, tous ses étudiants pour venir à notre retraite parce euh, ils faisaient du jardinage et ils ont entendu parler du centre et le programme de collecte des semences, donc ils étaient intéressés à se joindre à nous. Donc, ça montre aussi que nous sommes, qui est très important de s'assurer que nous intégrons les jeunes dans ces choses et montrer qu'il y a, euh, que ça atteint plusieurs générations à la fois. Parce que, en tant qu'Autochtone, que femme autochtone, j'ai appris que tout ce que je fais affecte 7 générations et plus. Donc, une autre chose que le programme fait, c'est apprendre à nos techniciens, parce que c'est tellement bon de voir que j'étais avec Karen Ball et il était tellement excité par un crapaud. Il dit, prends une photo de moi avec ce crapaud. Et ça montre l'importance qu'il y a tellement plus dans une forêt que seulement des arbres. Et c'est un, un- un bourgeon de bouleau jaune, mais c'est aussi, ça montre qu'il y a beaucoup de diversité de semences qui viennent de la forêt et
ça vient de sous différentes formes. Il montre différents styles de collecte et d'entreposage de ce monde. C'est une belle photo qui montre aussi l'apprentissage intergénérationnel. C'était une session qui a eu lieu en Colombie-Britannique et on peut voir, il avait amené les bébés qui étaient là et quand Donnie était là, c'est Donnie qui était avec le chapeau noir. Il était tellement excité de voir qu'il y avait des enfants et la mère qui tenait son bébé et il a envoyé la photo tout de suite. Il dit, regarde, le petit bébé. Et le bébé apprend aussi. Il a commencé à rire. Et donc aussi, de vous montrer ici plusieurs mentions et histoires qui ont été appliquées sur la collection depuis CBC jusqu'à Global et d'autres choses. Donc, j'ai mis des liens ici si vous voulez aller voir certains de ces liens, ces vidéos, ou ce qui a été dit. Et aussi, juste vous donner une idée de la diversité des espèces que nous avons identifiées, c'est plus que seulement des arbres. Et regarde aussi le terrain, les forêts dans son ensemble. Vous voyez par exemple les petits buissons, par exemple le genévrier ou la fraise à savon. Vous voyez aussi vous voyez des arbres plus grands, par exemple le frêne blanc. Et vous voyez des choses comme les roses et les pilobes et toutes les choses qui font partie de notre environnement. Et avoir un système, un écosystème en santé, de regarder à tout l'écosystème et comment les espèces travaillent entre elles. Et c'est un peu comme dire, si vous regardez votre forêt et vous regardez un arbre et dire combien aiment autour de cet arbre. Et par exemple, une espèce pour suivre la santé de votre forêt parce que beaucoup d'arbres ont de très, très longues vies. Il doit avoir de très vieilles forêts pour continuer à se reproduire. Donc, si vous n'avez pas les bonnes conditions pour la croissance, vous n'aurez pas un système en santé. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci. Et si vous avez des questions, merci, Mary. Ces photos sont tellement belles. Et comme j'ai mis dans le chat, j'aime ces photos et j'admirais certaines. Je voyais ces belles photos d'arbres et ça me rend tout émotionnel. Et quand je voyais par exemple, les graines de bouleau jaune, j'avais jamais vu ça auparavant. Et c'est tellement beau de voir ça ils sont très, très hauts dans l'arbre, oui, dans le système. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas toutes les espèces qui ont des fruits à chaque année. Par exemple, le frêne noir, ça prend 7 à 9 ans pour un arbre à aller en graines et d'avoir des graines. Et d'autres, c'est 3, 4 ans. Donc, vous devez réaliser, connaître les espèces et les surveiller et les observer et vous familiariser avec quand est le meilleur moment de récolter des semences. Oui. Vous devez bâtir ces relations avec les espèces que vous collectez, comme on fait avec les humains, parce qu'eux aussi ont des esprits dans ce monde et qui nous fournit pour nous, qui nous tellement de choses à apprendre. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si vous voulez votre main virtuelle? Je pense que je peux voir moi-même les questions ici. Mm. Mm. Ma question serait, qu'est-ce que vous avez des plans dans l'année qui vient? Je m'excuse, j'écoutais pas.
Est-ce que vous avez des plans dans l'année qui vient pour 2024? Je suis allé au Yukon l'an dernier. C'était pas une bonne saison, donc on n'avait pas collecté beaucoup, travaillé avec les communautés, mais il y avait beaucoup de feux de forêt dans le nord du Canada, qui fait que plusieurs régions s'inquiétaient de protéger les communautés. Nous ont demandé de revenir encore cette année pour travailler avec eux sur regarder les espèces qui se succèdent et les espèces qui peuvent résister au feu. Et une de ces espèces, c'était le trempe, parce que il semble que les trempes sont très résilients quant aux incendies et qu'ils reviennent facilement. Donc, je veux recueillir collecter des graines de tremble parce qu'ils vont revenir plus rapidement. On parle aussi des espaces, par exemple, on s'inquiète de comment certains feux ne se rétablissent pas aussi bien. Est-ce qu'il y aurait des moyens où les Autochtones, est-ce que notre programme pourrait regarder ces espèces qui pourraient aider à trouver que ces endroits soient mieux protégés contre les incendies? On cherche donc aussi à on va aller en Alberta parce qu'on a eu beaucoup de participants à notre formation en laboratoire qui peuvent, voudraient faire des sessions plus en profondeur en Alberta. Donc, on travaille partout au Canada. On a eu beaucoup de sessions en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. On a eu deux et on va en avoir plus au Nouveau-Brunswick au cours de l'année qui vient. Et aussi, MTI nous a demandé plusieurs séances de formation avec leur communauté. Donc, c'est partout au Canada et il n'y a pas assez de monde dans notre centre pour s'assurer que nous pouvons aller partout. Donc, on a un horaire pour essayer de rejoindre le plus possible de monde avec l'argent que nous avons. J'ai vu une question d'Amanda. Oui, tu avais levé la main. J'ai une question. Euh, Quand vous parliez des jeunes, et ça m'a fait penser à, est-ce qu'il y a eu des discussions avec votre groupe pour, par exemple, des modules pour pour les écoles secondaires, par exemple? Oui, ce qu'on fait présentement, c'est on fait des recherches pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait et ensuite essayer de rejoindre ou d'atteindre les gens qui sont en train d'élaborer certaines choses où on pourrait prendre certains de ces modules et les manipuler de façon à ce qu'ils correspondent à ce que nous faisons. Mais nous devons aussi rencontrer les administrateurs scolaires pour voir comment les programmes de cours pourraient être inclus dans leur curriculum scientifique. Oui. C'est moyen d'en faire un cours optionnel ou facultatif, ça. Mm. Oui. Je pense qu'une des choses qui me fait penser, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont aucune confiance en nous parce qu'ils voient tellement de dévastation dans le monde, mais qu'ils pensent que nous ne sommes préoccupons pas de leur avenir. Donc, tout ce que je fais, je travaille à essayer de montrer aux jeunes qu'il y a au moins un adulte qui travaille pour les aider et préparer leur avenir. Donc, on doit avoir leur voix, on doit les écouter, il faut qu'on les entende et leur donner plus de connaissances, oui, parce que les choses où ils ne sont pas exposés à ce genre de choses. Parce que apprendre la biologie ou l'anatomie, j'ai pas suivi ces cours. Et pourtant, on parle. C'est bizarre. Merci. Ce serait une très bonne chose de voir plus et d'avoir plus de participation dès un plus jeune âge. Une autre chose importante aussi, vous parliez tout à l'heure de votre bloc et de vos groupes d'arbres. Est-ce que vous avez
parler aux Autochtones pour savoir est-ce qu'il y a d'autres espèces que des arbres qui pourraient être introduites dans vos groupes qui seraient utiles. Oui, c'est un bon point. Ce qu'on a fait et nos projets sont situés dans des écosystèmes autochtones. Donc, la communication avec les communautés autochtones se font par ces compagnies, ces relations de compagnie. Mais ces groupes sont venus sur les sites et, et pour avoir cette perspective de comprendre est-ce que c'est utile, est-ce qu'on devrait faire les choses différemment ou mieux, qu'est-ce que serait, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Parce que comme scientifique, j'ai peut-être une façon de voir les choses, mais je veux comprendre aussi comment la perspective des autres. Et une de ces choses, c'est quelqu'un, par exemple, qui a soulevé le point que je ne suis pas un chasseur. Et il a dit qu'il est allé sur le site, qu'il avait à peu près 5 ans à l'époque comme site, et il a dit c'est bon. Il y a des structures d'arbres pour la faune qui vont être protégées et ils vont venir. Et j'avais aussi d'autres arbres, mais il y a aussi de l'air et ils vont pouvoir me faire ce que je veux faire. Je n'avais jamais vu dans cette perspective, mais oui, je pense que l'apport des Autochtones est très important et nous devons l'incorporer dans nos prochaines conceptions, parce que ce n'est pas toujours également approuvé en termes de certification. Donc, il y a certaines mauvaises herbes, par exemple, qui ont des valeurs pour d'autres raisons qui ne sont pas partie de l'effort de réclamation. Donc, c'est mieux comprendre dans cette perspective. Donc, oui, vous aviez la main levée, Egan. Oui, merci, Mary. Je me demande, je travaille, j'enseigne euh, à Knowlesville et on a fait des, des études sur la diversification des plants et au cours des dernières années. Est-ce qu'il y a une opportunité de venir à Fredericton parce que vous êtes tellement près, non seulement 1 heure, pour venir voir, faire une visite de comment vous travaillez? Oui, vous pouvez me joindre, ma information de contact et je vais trouver quand donner des temps et je vais voir quelle date qui fonctionnerait le mieux pour le centre. Parfait, parce que c'est tellement bon de voir ce que vous faites et merci d'avoir partagé avec nous. Je pense que c'est tout. Ah, encore autre chose? Oui, mon père parlait toujours des temps difficiles. J'ai 70 ans et il y avait 40 ans quand il est né. Donc, je, je pense que le pain, et j'ai envoyé un échantillon à Sackville il y a quelques années. Et je suis d'avis que cet arbre grandissait ici, mais maintenant, il n'y en a plus. Est-ce que les Autochtones ont des connaissances de ce genre de pain plutôt que juste le pain blanc, le pain rouge et Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque chose comme ça? Non, pas que je puisse penser, mais c'est possible. Ce serait quelque chose, on pourrait peut-être parler aux contacts que nous avons pour savoir s'il y en a qui ont ces informations. Mais personnellement, je ne suis pas au courant de. J'ai commencé à apprendre les pains quand j'étais plus jeune, mais c'était pas beaucoup de choses. C'était quelques espèces de pain que mon père m'avait montré, mais non, le pitch pine, on ne le connaît pas. Je voudrais savoir si vous êtes intéressé, mais à Sackville, il est tellement occupé qu'il ne peut pas regarder, donc je, mais tout le monde semble penser que ça pourrait pas être, ça se pourrait pas.
que c'est impossible. Les anciens fermiers connaissent les arbres mieux que... Et s'il y avait une gens, j'aurais tendance à les croire. J'aimerais voir quelqu'un qui regarderait à ça. Et on peut demander autour. Je vais demander à mes contacts s'il y en a au Nouveau-Brunswick qui ont déjà entendu parler du pitch pine. Il pourrait peut-être quelque chose sous un autre nom, peut-être. Donc, il faudrait avoir peut-être des photos pour avoir une idée de quoi il s'agit, parce que pitch pine comme nom, ça me semble pas être un nom autochtone et peut-être ça pourrait être peut-être un autre nom pour ça. Merci. C'est Harry. Bon, donc je vais poser des questions à mes contacts et certainement que je vais te donner des nouvelles si j'entends quelque chose. Merci. Aussi, j'ai mis le contact de Mary ici, donc si vous voulez communiquer avec elle, c'est dans le chat. OK? Merci. Je peux vous envoyer le pitch pine, non, ce qui est plein c'est un arbre très fort, beaucoup plus fort que les pins ordinaires que nous avons ici. From the distribution here, just sorry to cut in there. Regarde la distribution ici. Ça dit que ça va dans le Maine, mais on ne savait pas que ça serait ici au Nouveau-Brunswick aussi. Ça serait possible. Je pense qu'il l'utilisait pour les bateaux parce que je pense que ça serait... Il coupait tous les arbres qu'ils ont pu trouver. C'est pour ça qu'il est disparu. Mais c'était un arbre très fort. J'ai entendu dire que je ne sais pas quel type de pin c'était, mais j'ai entendu des histoires que quand j'étais jeune, ils prenaient dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, où ils faisaient bouillir juste pour avoir la sève, assez de sève pour utiliser, pour sceller les bateaux. Je ne sais pas si c'était ce genre de pain qu'ils utilisaient. C'est une histoire que j'ai entendue. Mais je voudrais juste dire que s'il y avait d'autres questions pour Amanda, n'oubliez pas de poser des questions. Levez la main. Ce que je voudrais dire du pitch pine, c'est que je me rappelle avoir vu quand j'étais jeune, quand j'étais dans le bout de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Si vous n'êtes pas à l'aise de poser les questions ici, comme Nathalie a dit, mon adresse courriel est là dans le chat, donc vous pouvez communiquer avec moi directement si vous voulez. Je suis tout à fait accessible et je réponds d'habitude. Amanda, même chose. Tu veux qu'on mette aussi ton adresse si les gens veulent te poser des questions directement? Oui, absolument. Parfait. Donc, voilà, ça conclut notre webinaire. Je suis reconnaissante à Mary et Amanda d'être venues nous parler. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi appris que j'ai des choses à apprendre. Merci.